Les autorités israéliennes ont donné ce mercredi leur accord définitif pour un plan majeur de colonisation en Cisjordanie occupée, un projet controversé qui pourrait couper la Cisjordanie en deux. Mais alors de quel projet parle-t-on et en quoi pourrait-il mettre à mal la possibilité d'un État palestinien? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de nos actus du jour. Avant de commencer, on en a déjà parlé, mais le ministre de la Défense israélien a approuvé une opération de grande ampleur sur la ville de Gaza et a rappelé 60 000 réservistes de l'armée, selon l'AFP citant le ministère de la Défense. Alors ce point-ci, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail dans une autre vidéo, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la Cisjordanie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, et surtout pour bien le comprendre, il faut revenir sur ce qu'est la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est un important territoire palestinien de plus de 5000 km², soit un peu moins de 16 fois la bande de Gaza, et qui est donc situé au Proche-Orient, entre Israël à l'ouest et le fleuve du Jourdain et la mer Morte à l'est. On va pas refaire toute l'histoire de la région, on a déjà eu l'occasion de réaliser un grand format sur le sujet si ça vous intéresse, mais pour vous donner le contexte, en 1947, l'ONU a établi un plan de partage de la Palestine, prévoyant la création de deux États, un État juif et un État arabe, c'était les termes de l'ONU à l'époque, ainsi qu'un statut international pour la ville de Jérusalem. Ce plan, pour faire très simple, d'un côté il a été soutenu par ceux qui défendaient la création d'un État juif en Palestine, mais de l'autre côté il a été refusé par de nombreux pays arabes qui refusaient notamment qu'une minorité de juifs obtienne une majorité de territoire par rapport aux populations arabes sur place. L'État juif Israël a finalement été créé, et de nombreuses guerres ont alors éclaté entre ce nouveau pays et les pays arabes. À l'issue de ces guerres, Israël a fini par prendre le contrôle de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza, des territoires destinés à la création d'un État arabe selon le plan de partage de l'ONU. Et plus tard, en 1993, les accords d'Oslo ont finalement été signés, notamment pour mettre fin à cette occupation, avec un retrait des troupes israéliennes sur place. Mais malgré ces accords, l'occupation israélienne a continué en Cisjordanie. Selon l'ONU et de nombreuses ONG, Israël continue de mener une politique de colonisation. Dans ses discours officiels, le gouvernement israélien parle lui d'implantation. Actuellement, selon de nombreuses ONG et médias, dont la BBC, plus de 500 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, dans plus de 100 000 colonies, donc des villes et villages construits en dehors de la frontière officielle d'Israël. Ces colonies, ainsi que les routes qui permettent d'y accéder, sont dans la majorité interdites aux Palestiniens. Selon l'ONG Amnesty International, Israël confisque des terres palestiniennes, démolit des maisons palestiniennes, souvent pour faire place à la construction et à l'expansion de colonies israéliennes en Cisjordanie, des colonies qui sont complètement illégales et violent le droit international selon l'ONU, et qui se sont d'ailleurs multipliées depuis le massacre du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Maintenant qu'on a rappelé tout ça, on peut donc revenir sur ce nouveau plan de colonisation dessiné par Israël. Concrètement, il prévoit de nouvelles habitations, 3400 logements en plus, à environ 4 km à l'est de Jérusalem. Selon l'organisation israélienne Peace Now, qui surveille la colonisation en Cisjordanie, ces nouveaux logements vont permettre d'augmenter une colonie déjà existante et qui compte actuellement environ 38 000 habitants. Ce projet de colonie, pour le moment appelé E1, avait déjà été élaboré dans les années 1990, mais sa mise en œuvre concrète a stagné pendant des décennies, notamment à la suite de pressions internationales. Mais selon de nombreux analystes et groupes de défense des droits humains, la pression américaine pour mettre fin à l'expansion des colonies a été grandement réduite depuis la réélection de Donald Trump. Selon le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, qui est chargé du développement des colonies, cette décision de relancer les plans pour installer la colonie E1 est une réponse aux annonces de plusieurs pays disant vouloir reconnaître un État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Parmi ces pays, on retrouve la France, le Royaume-Uni, le Canada ou encore l'Australie. Mais alors pourquoi cette colonie fait encore plus parler qu'une autre? Eh bien selon les mots du ministre lui-même, cette colonie enterrerait l'idée d'un État palestinien. En fait, la conséquence de cette annonce est majeure puisqu'elle pourrait couper en quelque sorte la Cisjordanie occupée en deux. Il faut savoir que la Cisjordanie est déjà une bande étroite d'environ 28 km de large à son point le plus mince, donc à l'est de Jérusalem, entre l'État israélien et le pays de la Jordanie, et c'est à cet endroit précis que la zone E1 se trouve. Comme le souligne l'ONU, sa création isolerait donc le territoire sud et le territoire nord de la Cisjordanie, et cette coupure rendrait impossible la création d'un État palestinien viable et continu, car les Palestiniens seraient contraints à circuler par des points contrôlés ou des routes israéliennes avec des restrictions de mouvement accrues. En tout cas, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné le projet E1, tout comme l'UE et le Royaume-Uni, l'Égypte ou encore la Turquie. De leur côté, les Nations Unies ont appelé Israël à revenir sur sa décision qui, je cite, mettrait fin aux perspectives d'une solution à deux États. Pour le moment, une centaine de Palestiniens auraient déjà reçu l'ordre
d'ordre d'évacuer et la destruction de leur foyer pour y installer la colonie pourrait commencer dès demain, selon Le Monde. On suivra évidemment tout ça. En attendant, je vous laisse avec Julie pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. Je voulais d'abord commencer par faire un point sur la situation en Ukraine. Ce jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, mais seulement si un accord est trouvé en amont sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Zelensky a proposé 3 pays possibles pour organiser cette rencontre, la Suisse, l'Autriche ou la Turquie. Ce mardi, la Suisse et l'Autriche se sont d'ailleurs dites prêtes à accueillir Vladimir Poutine sur leur territoire et à lui accorder l'immunité malgré que celui-ci soit visé par un mandat d'arrêt international. La Suisse a cependant posé une autre condition, Vladimir Poutine pourra se rendre sur son territoire uniquement s'il vient, je cite, pour une conférence de paix et pas pour des raisons privées. En parallèle, l'armée ukrainienne a affirmé que plus de 600 drones et missiles ont été tirés par la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'ouest de l'Ukraine. Il s'agit d'un record depuis un mois. Une personne a été tuée et 2 autres ont été blessées selon l'Ukraine. À noter également que la nuit précédente, les débris d'un drone russe ont été retrouvés en Pologne après son explosion dans un champ à environ une centaine de kilomètres de Varsovie, donc la capitale polonaise. Cette explosion n'a fait aucune victime, mais le ministre de la Défense polonais a dénoncé, je cite, une provocation de la part de la Russie. Deuxième actu, le chocolat vendu en France contiendrait une quantité non négligeable de cadmium, un métal lourd présent dans certains sols et qui peut avoir des effets nocifs sur la santé en cas de trop grande consommation. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce jeudi l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. En fait, ce sont les cacaoyers qui absorbent naturellement ce métal qui se retrouve ensuite dans la fève de cacao qui sert donc à faire le chocolat. Et par extension, donc, celui-ci se retrouve dans les produits tels que les barres chocolatées, le chocolat en poudre, les céréales ou même les tablettes de chocolat. Mais alors, à quel point faut-il s'inquiéter ? Eh bien, selon UFC Que Choisir, lorsqu'un enfant de 10 ans mange par exemple dans la même journée 2 biscuits Faux Ebjorg, un bol de choc à pic et une tasse de chocolat chaud poulain, alors il est déjà à près de la moitié de la dose maximale quotidienne de cadmium, au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé. Le mieux est donc de diminuer la quantité de chocolat mangé durant la journée, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. À noter cependant que les produits au cacao vendus en supermarché respectent la teneur maximale autorisée en cadmium, mais c'est bien la consommation excessive qui est dangereuse, cancérigène et toxique pour les reins, les os, ainsi que pour le cerveau du fœtus pour les femmes enceintes. Troisième actu, l'ONG Amnesty International accuse les États-Unis d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour surveiller les migrants et les étudiants étrangers pro-palestiniens. Il s'agit, selon l'ONG, d'une multitude de violations des droits humains. Selon Amnesty, les autorités américaines utilisent notamment BabelX et Immigration OS, 2 logiciels qui permettent, je cite, un suivi, une surveillance et une évaluation de masse constant. Ces outils, ils analysent en temps réel une grande quantité de données, comme les réseaux sociaux des individus, pour repérer les contenus liés au terrorisme ou antisémites. Mais selon Amnesty, il y a une immense marge d'erreur et certains contenus pro-palestiniens peuvent apparaître comme antisémites selon les outils. La conséquence ensuite pour les individus, ce sont des détentions illégales, des expulsions du territoire ou une surveillance renforcée. Certains étudiants étrangers qui souhaitent étudier aux États-Unis affirment par exemple ne plus oser prendre position pour la Palestine sur les réseaux sociaux. Quatrième actu, l'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, aurait voulu fuir en Argentine en février 2024 selon la police fédérale brésilienne. Alors Bolsonaro, qui est accusé au Brésil d'avoir essayé de mener un coup d'État après la victoire de son rival Lula au présidentiel de 2022, aurait écrit une lettre en février 2024, quelques jours seulement après le lancement de l'enquête pour tentative de coup d'État. Et dans cette lettre de 33 pages, retrouvée par la police, l'ex-président brésilien s'adresse au président argentin Javier Milei et lui demande l'asile politique. Pour justifier cette demande, Bolsonaro se dit notamment être victime d'une persécution politique au Brésil, selon Reuters qui a partagé l'information. Depuis début août, il est placé en résidence surveillée, donc il doit rester dans un lieu précis et ses déplacements sont restreints. Son passeport a été confisqué pour l'empêcher de fuir et il risque jusqu'à 40 ans de prison. De son côté, lui se déclare toujours innocent. La police a d'ailleurs demandé mercredi que Jair Bolsonaro ainsi que l'un de ses fils soient poursuivis pour avoir tenté d'entraver les poursuites pour coup d'État. Cinquième actu, et c'est une bonne nouvelle, la forêt amazonienne a nettement moins brûlé ce mois de juillet par rapport à juillet 2024. Selon les données recueillies par satellite et publiées par le réseau de surveillance Map Biomasse, la surface détruite par les feux en juillet a diminué de 65% comparé à juillet 2024, avec environ 143 000 hectares brûlés cette année contre 748 000 hectares l'année précédente. Cette amélioration est liée notamment à un retour des pluies plus intenses et prolongées après 2 années de sécheresse sévère en 2023 et 2024 selon
selon l'Institut de recherche de l'Amazonie. Il s'agit donc plutôt d'une bonne nouvelle pour l'Amazonie, mais il est important de souligner que le changement climatique continue d'aggraver et d'accentuer le nombre d'incendies dans le monde. De nombreux feux de forêt de grande ampleur, comme en France ou en Espagne, ont eu lieu cet été. Et on finit avec cette actu, le célèbre juge américain Frank Caprio est mort dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 88 ans, après une longue et courageuse bataille contre le cancer du pancréas selon sa famille. Vous l'aviez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, Frank Caprio était surnommé le juge le plus gentil du monde. Il était chargé de juger de petites affaires dans sa ville natale de Providence, des procès qui étaient pour certains filmés et diffusés dans une émission locale, Caught in Providence. On vous laisse avec un extrait d'un des procès. Ici, un homme était jugé pour excès de vitesse. You are charged with a school zone violation. 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. Et merci Julie pour ces actualités en bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous suivre chaque jour, n'hésitez pas à vous abonner à nos autres comptes sur Instagram, TikTok ou encore à notre newsletter. Prenez soin de vous et à demain.